BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. What time is it now? Time is it now? Talk to that. Talk to that. What time is it now? What time is it now? Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello tout le monde, salut et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. Tonio Ajavon au micro et comme les dernières semaines, on va vous parler de draft parce que je suis accompagné de Cyprien Delmas sur ce podcast. Comment ça va Cyprien ? Eh ben écoute, ça va très bien Tonio, j'espère que nos auditeurs et auditrices vont bien aussi et j'espère que toi tu vas bien. Ben ouais, je vais très bien d'abord parce que tu m'accompagnes et aussi parce qu'on va parler d'un poste important, celui de pass rusher, de edge rusher. On en avait parlé avec Jean-Michel dans le podcast consacré au linebacker et même avec toi sur celui consacré au defensive tackle. Pass rusher, c'est peut-être le poste le plus important pour bâtir une bonne défense en NFL en 2025. Et en plus, cette année, il y a un sacré phénomène en haut de cette draft, ou en tout cas en haut des mock drafts et en haut des boards des suiveurs et analystes. C'est Abdul Carter de Penn State. Alors la première question que je vais te poser, Cyprien, c'est est-ce que Abdul Carter est en haut de ton board à toi ? Est-ce que c'est le meilleur joueur, tout poste confondu, de cette draft 2025 ? Alors pour moi non, c'est pas le meilleur joueur tout poste confondu, il y a des gens qui sont devant lui, notamment en termes de plancher. Je pense que il y a des joueurs actuellement qui ont un meilleur niveau qu'Abdul Carter directement lorsqu'ils vont rentrer en NFL. Par contre, Abdul Carter, il présente un potentiel démesuré et je pense que c'est sur ça que tablent les scouts, c'est sur ça que tablent les médias et c'est pour ça qu'il est tout en haut de certains boards. Ce que je comprends totalement et voilà, je suis pas choqué par ça. Je reviens juste sur ce que tu as dit sur les edge rushers. Oui, poste le plus important, on le voit avec Myles Garrett qui est payé quarantaine de millions l'année. C'est rien du tout, mais c'est le poste des défenseurs qui est le mieux payé, donc automatiquement ça devient le poste le plus important. Chasser le quarterback, c'est le plus important. Bah écoute, t'as invoqué son nom et justement pour la deuxième question que je vais te poser, Abdul Carter, a priori le meilleur pass rusher, en tout cas celui avec le plus gros potentiel de cette draft, mais si on le compare à deux autres pass rushers qui ont été sélectionnés numéro 1, à Trayvon Walker des Jaguars et à Myles Garrett des Browns, donc Trayvon Walker qui est plutôt un bon titulaire après des débuts un peu difficiles. Aujourd'hui, il semble avoir sa place dans la défense des Jaguars et c'est un bon joueur NFL. Et évidemment, Myles Garrett, défenseur le mieux payé de cette ligue, une superstar absolue. Où est-ce que tu placerais Abdul Carter ? Est-ce que son potentiel se situe plus près de Trayvon Walker ou plus près d'un Myles Garrett ? Alors c'est une excellente question, je pense que son potentiel quand même se situe plus près d'un Myles Garrett, alors c'est une grosse projection, attention, mais en tout cas il y a ce potentiel de superstar, de pass rusher superstar, très très bien payé, pas du tout sur les mêmes forces et faiblesses que Myles Garrett, et aussi on n'est pas du tout sur les mêmes forces et faiblesses d'ailleurs que Trayvon Walker, on se rapproche peut-être plus de Myles Garrett sur ça aussi, mais en tout cas il est spécial, il a son prototype de jeu, son prototype physique aussi, on va peut-être en parler un peu plus juste après, mais superstar en devenir. Bah justement, on va tout de suite en parler de ses points forts. Quels sont les aspects de son jeu qui font qu'il
peut peut-être atteindre le niveau d'un Myles Garrett dans quelques années. Le potentiel athlétique et surtout explosif. Honnêtement, c'est le premier pas le plus rapide de tout le plateau. Et on voit les équipes qui aiment beaucoup ça ces derniers temps et qui vont chercher des joueurs qui ont ce premier pas explosif au dépens peut-être de certains défauts. Je pense notamment à son collègue l'an dernier à Penn State, Chop Robinson, dans la comparaison, qui avait un super premier pas, qui a mis du temps quand même à se développer du côté de Miami cette année. Abdul Carter, c'est ça aussi, je pense. Ça va peut-être prendre un tout petit peu de temps, moins que Chop Robinson parce qu'on est quand même sur un potentiel encore plus grand. Mais ce premier pas, ça va être son arme, ce speed rush, ça va être son arme favorite et c'est son arme pour devenir un super edge rusher, un super pass rusher en NFL. Ouais, moi, ce que j'aime souvent dire quand on parle de jeunes joueurs ou même de joueurs confirmés en NFL, c'est quel serait l'avis d'une personne totalement novice qui ne connaît rien ou pas grand-chose de ce sport. Et effectivement, le premier pas, t'as beau ne rien connaître au football américain, tu mets un match de Penn State, tu regardes le numéro 11, et dès que la balle est en jeu, t'as l'impression qu'il a 1 mètre d'avance sur son vis-à-vis de la ligne offensive. Et ça, c'est quand il y a une qualité qui ressort à ce point du lot, ça se transfère immédiatement au niveau NFL, et là-dessus, il y a pas de souci. Et c'est pour ça que, pour le coup, je peux te rejoindre sur le fait que son plancher ne soit pas très très élevé, mais rien qu'avec ce premier pas, à mon sens, il pourrait être au moins un titulaire en NFL, parce qu'il va gagner des face-à-face juste avec ce premier pas. Ouais, quand je dis plancher pas très très élevé, il est quand même bon, hein, le plancher. Attention, c'est pas, je veux pas dire le mec il part pas de rien. Hein. Il a pas juste ça, parce que si je peux rajouter des qualités, il y a une agilité folle. Il est capable de baisser l'épaule et de tourner le corner, on va dire, là, ce coin pour passer sous les offensive tackles et aller chasser le quarterback depuis l'arrière, on va dire. Donc ouais, une certaine agilité, flexibilité, un côté un peu félin qu'on retrouve chez les meilleurs aussi. Et puis il y a des bons petits moves. Hein. Il maîtrise pas tout techniquement, je suis d'accord, mais il y a déjà une certaine base technique qui est là. Ouais, et je vais te rejoindre là sur la flexibilité. Là aussi, c'est quelque chose qui ressort, qui est vraiment flagrant à l'écran. C'est qu'il arrive à se plier, à se mettre dans des positions qui sont assez incroyables pour son physique. Il fait penser en ça à Von Miller, qui pour moi et pour beaucoup est la référence sur cet aspect du jeu en tant que pass rusher, cette capacité à se plier sous les bras des joueurs de ligne offensive qui sont plus costauds et pourtant qui sont de plus en plus agiles eux aussi. Lui, il arrive à s'en défaire, en tout cas au niveau universitaire, et je pense que ça aussi, ça pourra se transposer au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres aspects positifs que tu notes dans son jeu, d'autres aspects qui sortent du lot un peu? Eh ben moi je trouve que c'est aussi un bon défenseur contre la course. C'est peut-être pas le meilleur de la classe, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur son jeu contre la course. Il cloisonne très bien l'extérieur de ligne, je trouve. Il bloque très bien les tackles adverses et il laisse peu d'espace aux coureurs. C'est tout ce qu'on lui demande. Il y a quelques petits plaquages manqués, mais de par son passé de linebacker, c'est toujours correct, on va dire. Au contact, peut-être qu'il y a quelques petites lacunes. Et puis cette polyvalence, je viens d'en parler, passer de linebacker, je pense qu'on peut avoir un profil bien sûr à la Micah Parsons qui sort aussi de Penn State. Il sort peut-être en usine, en batterie, je sais pas comment ils font à Penn State, mais c'est pareil, ouais, il peut jouer en fait ce rôle un peu hybride que les défenses modernes aiment bien. Ouais, contre la course, il y a pour moi c'est peut-être un petit défaut, mais finalement qui se transforme en qualité, c'est le fait qu'il perde un peu son équilibre, mais c'est un athlète tellement incroyable qu'il arrive à le regagner sur un pas. C'est assez exceptionnel. Alors c'est vraiment du détail, mais faut le voir sur des jeux où il est un peu sur une jambe, où il penche un peu à droite, un peu à gauche. Sur le pas suivant, il arrive direct à se remettre en position de défendre contre la course. Ça aussi, en NFL, ce sera forcément utile parce que au niveau de la taille et du poids, c'est un excellent athlète. Il est très explosif, mais c'est pas forcément le plus grand ni le plus costaud. Donc le fait d'avoir cette capacité à regagner son équilibre, évidemment, c'est fort appréciable pour un joueur de ce type. T'as mentionné Micah Parsons, évidemment le parallèle est évident, même université, même numéro de maillot, quasiment les mêmes dimensions physiques. Et t'as aussi parlé du fait qu'il ait une seule saison finalement en tant que pur edge rusher à l'université. Est-ce que ce serait pas finalement un point faible? Est-ce que on est là sur un tweener dont on sait pas vraiment quel serait son poste en NFL, ou bien au contraire c'est un atout dont un futur coordinateur défensif pourra se servir?
Ouais, moi je pense que c'est clairement un atout et que c'est pas du tout un problème parce que sa seule saison au poste de pass rusher, de edge rusher, elle est vraiment excellente. C'est même pas, elle est à peine bonne, elle est excellente. Et contrairement à Micah Parsons, moi de ce que j'avais vu et de ce qui me semble, de ce que j'ai retenu de quand il est passé à l'échelon universitaire NFL, c'est après à l'échelon NFL qu'il a fait la transition plutôt Micah Parsons. On avait beaucoup plus de snaps en tant que linebacker hybride à l'université. Là, Micah Parsons, voilà, je fais un lapsus. Là, Abdul Carter prend vraiment des vrais snaps en tant que edge rusher, en tant que joueur d'extérieur de ligne, vrai pass rusher, vrai défenseur contre la course depuis l'extérieur. Donc voilà, la projection sur ça, elle est folle et je pense que c'est un atout plus qu'un inconvénient. Bon après, comme tous les joueurs, il n'est pas parfait, il a forcément quelques défauts le garçon. Qu'est-ce qui selon toi l'empêcherait d'atteindre son potentiel que tu situes au niveau des meilleurs de Myles Garrett? Quels seraient les petits défauts qui feraient qu'il atteindrait pas ce niveau-là? Alors je l'ai dit, c'est un speed rusher, donc il base beaucoup de son jeu sur l'accélération, vraiment ce premier pas létal. Mais quand il faut gagner en puissance, je trouve qu'il y a encore un peu des choses à peaufiner. En fait, c'est pas la puissance naturelle qui me dérange, c'est plutôt son placement des mains et comment il arrive à transformer cette explosivité en puissance. Voilà, ce fameux speed to power dont parlent les Américains. Je pense qu'il y a encore du travail, notamment, voilà, comme j'ai dit, positionnement des mains. Et puis après, bien sûr, toujours améliorer la palette de moves, de contre. Là, on est encore un peu léger. Ouais, tout à fait. Là, c'est de la technique pure. Et finalement, c'est pas étonnant qu'il en manque un chouïa, puisqu'on répète, il a joué une seule saison à ce poste vraiment à l'université. Et même au lycée, il était plutôt linebacker. Donc, évidemment, il y a une marge de progression. C'est ce qui fait que beaucoup d'évaluateurs sont amoureux de ce profil qui, physiquement, est assez exceptionnel. La question qui pique un peu, partant du principe que Cam Ward ira aux Titans avec le premier choix, c'est ce qui semble se dessiner d'après ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit ces dernières semaines. Quel joueur sélectionnerais-tu si tu étais le GM de Cleveland avec le second choix? Est-ce que tu irais sur un autre quarterback? Est-ce que tu irais sur Travis Hunter qui est projeté comme étant le meilleur joueur de cette draft quand ce n'est pas Abdul Carter, ou bien justement Abdul Carter? Alors, quarterback, j'éclipse complètement le poste, je botte en touche. Franchement, il n'y a pas personne qui vaut, selon moi, il n'y a personne qui vaut en fait même ne serait-ce qu'un choix du premier tour. Même tu me parles de Cam Ward en 1, je préférerais voir Abdul Carter en 1 que Cam Ward, voilà pour te répondre. Donc, après Travis Hunter, Abdul Carter, c'est une histoire de goût. Et je pense que on va prendre une position vraiment très premium et je pense surtout que l'impact que peut avoir Myles Garrett sur la carrière d'Abdul Carter peut être énorme. Et si tu es un mec des Browns, tu prends Abdul Carter, tu le formes en fait derrière Myles Garrett et il va profiter aussi de situations très très avantageuses parce que tu vas être obligé de garder en double team l'autre Golgoth de la ligne défensive et ça va donner vraiment une courbe de progression normalement qui va être vraiment superbe pour Abdul Carter, en tout cas je lui souhaite. C'est ça, Abdul Carter, finalement, quand tu regardes, c'est le genre de talent que tu draftes, peu importe les besoins, finalement. Et là, je te rejoins aussi sur Tennessee. Honnêtement, ça me choquerait pas du tout, même si a priori ce sera pas le cas, mais ça me choquerait pas qu'ils sélectionnent un joueur comme Abdul Carter avec le premier choix, parce que c'est une position premium, et qu'il est tellement talentueux que même si tu as déjà quelqu'un sur le poste, là en l'occurrence on parlait de Myles Garrett avec Cleveland, c'est finalement encore mieux pour lui parce que il va profiter, tu l'as très bien dit, du fait qu'il y ait des prises à deux sur l'autre joueur de la ligne, donc il pourra un peu faire ses gammes dans l'ombre et en profiter. Donc ouais, Abdul Carter en 1, en 2, en 3 si les Browns préfèrent Travis Hunter, ou même si ils échangent leur choix pour une autre équipe. A priori, on ne risque pas de se tromper. Et derrière Abdul Carter, il y a un autre joueur qui semble faire consensus. Je dis semble parce que c'est pas forcément évident avec tout le monde. C'est Shemar Stewart de Texas A&M. Là aussi un beau bébé, un très beau bébé. Est-ce qu'il sera sélectionné au premier tour? Rien n'est moins sûr. Je vais te poser la question, Cyprien. Pourquoi il serait un ton en dessous d'Abdul Carter? Quels sont ses points forts? Quelles sont ses faiblesses à Shemar Stewart?
Alors ses points forts, évidemment, c'est le potentiel athlétique, lui aussi. On est sur un mec qui est sur le Relative Athletic Score, donc qui est une métrique qui est donnée en fonction des performances au combine ou au pro day sur les exercices et les mesures. Le mec a fait 10 sur 10. C'est vraiment le meilleur depuis 1987 en termes de potentiel athlétique, on va dire, pour ce que ça veut dire. Donc, le mec est grand, il est costaud, il va vite, il est athlétique, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Par contre, il manque énormément de choses à côté. Quand je dis énormément de choses, moi, il y a vraiment des séquences où il ne fait rien. Et sitôt qu'il perd, en fait, sur l'engagement du ballon, je reviendrai sur quelques petits défauts peut-être dans le système, mais sitôt qu'il perd dès l'engagement du ballon, il ne fait rien et on ne voit rien. Il n'y a pas de contre, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de technique, il n'y a même pas un bon effet de levier, je trouve, sur comment il joue. Il devrait gagner en force, il gagne pas forcément. Voilà, il y a des bonnes choses, il y a quand même de la puissance, il arrive à bouger des mecs, mais c'est vraiment pas assez constant. Et puis ça se voit dans la production, il produit pas. Voilà. Ouais, et c'est là que le bas blesse vraiment pour Shemar Stewart, et c'est pour ça que j'ai dit semble faire consensus, parce que ceux qui ne sont pas d'accord sur le fait qu'il soit le deuxième pass rusher de cette classe, c'est qu'ils regardent la production. Et la production, malheureusement pour lui, elle est absolument famélique. 4,5 sacs en 3 saisons. Une petite stat, sur les 10 dernières années, il y a seulement 3 joueurs qui ont 4 sacs et demi ou moins qui ont été draftés. Et ces 3 joueurs ont été draftés le 3e jour. Donc au 4e, 5e, 6e ou 7e tour. Et là, on en parle potentiellement pour un top 10, top 15. Finalement, chez Shemar Stewart, c'est un peu il rassemble 2 règles que beaucoup d'évaluateurs et de general managers ont. La première, c'est est-ce qu'on draft le potentiel ou est-ce qu'on draft la production ? Si on draft le potentiel, effectivement, pour moi, il est quasiment au niveau d'Abdul Carter. C'est-à-dire que c'est facile de se dire que avec un bon coach, avec un bon développement, dans 2 ou 3 saisons, on parle d'un des tout meilleurs pass rushers de la ligue. Si on draft la production, comme je viens de le dire, honnêtement, il doit pas être sélectionné au premier tour, peut-être même pas au 2e ou au 3e, parce qu'il y a vraiment rien derrière. Et la deuxième règle, c'est est-ce qu'on draft des exceptions ? Il y a plein de GM qui se disent on ne touche pas aux exceptions. Moi, pour ma part, j'ai tendance à suivre cette règle également. À l'époque, c'est pour ça que pour moi, Bryce Young n'était pas un joueur de premier tour, parce que physiquement, c'était une exception. Il n'y a jamais eu un joueur aussi léger qui a été drafté ces 20 ou 30 dernières années. Donc voilà, il y a vraiment 2 règles contradictoires qui sont face à face avec ce joueur Shemar Stewart. Je vais te poser la question. Toi, si tu étais GM, est-ce que tu le prendrais au premier tour ? Est-ce que tu draftes le potentiel ou bien la production te rebute vraiment ? Moi je le laisserai passer. Je le prends pas au premier tour chez Shemar Stewart. En fait, les mecs comme ça, et je trouve qu'il y en a beaucoup en fait dans cette classe de draft, des joueurs qui cochent à peu près les mêmes cases que lui, c'est-à-dire des potentiels athlétiques énormes ou physiques énormes, avec une production un peu moindre, et puis les mêmes tares en fait. C'est-à-dire que Shemar Stewart, il a un problème au niveau de l'agilité quand même. C'est pas le plus agile, en tout cas sur le terrain, même si dans les exercices il a plutôt été, mais bref, sur le terrain c'est pas le plus agile, c'est pas celui qui lit le mieux les défenses, les attaques en l'occurrence, pas les défenses. Voilà, il y a pas de technique. Il y a beaucoup de travail, donc c'est pas quelque chose que je prendrais comme risque. Après, j'ai fait un papier, Tonio, je me fais un peu de pub. J'ai fait un papier sur primo physique en fait. Quand on est sur les postes de ligne, et notamment les extérieurs de ligne, on voit que les general managers effectivement aiment beaucoup prendre des joueurs avec des gros potentiels athlétiques. Et force est de constater que ça marche dans la majorité des cas. En fait, de prendre un joueur avec un gros potentiel athlétique. Tu loupes plus à prendre un bon joueur technique, mais qui n'a pas le potentiel athlétique, que l'inverse. Donc ça s'entend aussi en fait de faire ça. On parlait de Trevon Walker avant, un peu plus tôt. C'est ce qu'ont fait les Jaguars, c'est en train de payer. Ça a pris un peu de temps, mais c'est en train de payer. Par contre, je pense que chez Shemar Stewart, il part de plus loin que Trevon Walker. Ok, donc c'est vraiment un joueur qui divise finalement en fonction de sa philosophie de draft. Certains le voient très haut, certains le voient comme toi un peu plus bas au second tour. D'ailleurs, quand tu dis que tu laisses passer, c'est plutôt second tour ou même tu laisses passer encore plus loin ? Non. Après, c'est le genre de joueur que j'aime bien prendre au second tour, enfin au deuxième jour, second ou troisième tour. Je le descendrai pas plus en tout cas, parce qu'il y a quand même un certain potentiel athlétique il faut en faire quelque chose. Donc les joueurs avec un gros potentiel, j'aime bien les prendre deuxième jour.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Comme beaucoup pour lui, ça dépendra évidemment de l'équipe qui le sélectionnera et des coachs qui le prendront en main. Un autre cas qui fait beaucoup parler dans cette draft, c'est celui de Jalen Walker. Alors, on en a déjà longuement parlé avec Jean-Michel sur le podcast Linebacker que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. On va juste brièvement revenir sur lui. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne sait pas vraiment quel sera son poste en NFL. Il a essentiellement joué linebacker à l'université avec quelques snaps en edge. Et si on le considère en edge, en pur pass rusher justement, où est-ce que tu le places, Jalen Walker de l'université de Georgia ? Est-ce que tu le places plutôt en haut du panier ou ça reste un joueur quelconque, c'est peut-être méchant, mais peut-être à potentiel qu'on draft un peu plus tard ? Là, ça c'est la question à $100,000, Antonio. C'est vraiment celle-là, elle est dure à répondre. Il me lance dans la fosse au requin. Non, c'est surtout que les gens vont croire que je suis un hater en fait sur ce podcast parce que je viens de dire que chez Marty Ward je le prends pas premier tour, mais je prends pas Jalen Walker premier tour non plus. Enfin, personnellement, c'est vraiment pas un choix que je ferais, encore moins que chez Marty Ward en fait. C'est vraiment un profil de tweener qui me fait un peu peur, vraiment pour le coup, lui vraiment. Je sais pas si c'est un linebacker, si c'est un edge. Je trouve qu'il gagne. Certes, il a gagné certains duels, mais c'est très c'est vraiment dans certaines situations quoi. Il a fait des stats dans certaines situations. Il y a des matchs où il enchaîne, il a trouvé le moyen de gagner et puis l'autre il peut rien faire en face et puis là il va stat pad comme on dit un peu, il va faire les stats. Voilà. Bon après il y a des bons trucs, hein. Il est très athlétique aussi, très explosif. Mais j'ai un peu peur de ce genre de profil qui sait pas trop jouer les mains dans le cambouis. Alors il sait un peu le faire mais il est un peu petit, c'est vraiment bizarre quoi. Ouais, si vous avez écouté le podcast Linebacker, moi j'ai déjà donné mon avis à son sujet. Je le considère plus comme un linebacker qu'un pur edge rusher parce qu'il y a quand même quelques petites limites physiques en termes de taille, de longueur de bras notamment, alors que en linebacker il a plutôt été très performant à l'université. Et là, on en revient à la valeur du poste. Le poste de linebacker n'est pas forcément celui qui a le plus de valeur aujourd'hui en NFL. Et c'est pour ça que je trouve un peu fort de café de le sélectionner en haut au premier tour, comme c'est le cas dans certains mocks. Pour moi, ça peut être un bon linebacker en NFL. Et un bon linebacker, c'est sélectionné un peu plus tard que ce que certains analystes considèrent. Voilà pour Jalen Walker. Il y a un autre joueur de Georgia, évidemment, quand on parle de défenseur, cette université revient très souvent ces dernières années. Un autre joueur qui lui aussi est très haut sur les boards d'à peu près tout le monde, c'est Michael Williams, qui revient surtout au premier tour. A priori, ça devrait être le cas. Est-ce que là aussi, Cyprien, tu vas faire ton hater et dire qu'il ne le mérite pas ? Oui. Non mais le problème avec Michael Williams, c'est que vous pouvez juste faire copier-coller de ce que j'ai dit sur chez Marty Ward en fait. C'est globalement la même chose. C'est un mec athlétique. Alors lui dans la vibe grand, puissant, assez explosif. Mais voilà, il y a du travail, beaucoup de travail technique et avec un rôle aussi pas forcément facile dans l'équipe de Georgia qu'avait Trevon Walker, qui est un peu main dans le cambouis, je me mets face au tackle, des fois face au guard, donc plus dans l'intérieur, je laisse de l'espace à l'extérieur, notamment pour Jalen Walker par exemple. Donc tu fais pas des stats comme ça et c'est difficile
j'ai de ce qu'on lui... Est-ce qu'il applique ce qu'on lui demande seulement, c'est-à-dire de contenir les autres et de prendre des double teams, ou est-ce que tout simplement il n'est pas capable de gagner en 1 contre 1 et donc on lui assigne un rôle qui lui convient mieux? C'est toujours très très difficile à dire et c'est un peu la même chose donc, que pour Shemar Stewart. Ça, ce sont des questions tout à fait légitimes que malheureusement d'où on est, on peut pas apporter de réponse. C'est vraiment des choses qui sont abordées lors des entretiens avec les différentes équipes et que les scouts posent au coach de Michael Williams pour savoir ce qu'il en était vraiment. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que il a quand même des grosses qualités physiques et des grosses lacunes techniques. C'est-à-dire qu'il manque, alors déjà, il manque de finesse. Dans le football américain, c'est pas dramatique parce que ça reste un sport violent où le physique prime, mais il manque vraiment de finesse et surtout de move, quoi. Il manque de move une fois qu'on a la parade contre lui, ce qui effectivement à l'université n'est pas arrivé très souvent parce qu'il est très puissant, mais une fois qu'on trouve la parade, il a aucun contre move. Il sait pas se dépêtrer des affaires dans lesquelles il se met parfois lui-même tout seul. Donc ouais, il y a un énorme travail à faire, mais effectivement, comme chez Shemar Stewart, je serais absolument pas étonné qu'il soit sélectionné au premier tour parce que un coach défensif fasse un peu de lobbying auprès de son general manager en disant c'est un diamant brut et je peux en faire un bijou un peu plus raffiné. On va passer à 3 autres joueurs. Mike Green, James Pierce et Landon Jackson. Alors 3 joueurs qui sont à peu près au même niveau, qui ont démontré à peu près les mêmes choses à l'université, bien que pas dans des universités de même standing, on pourra en reparler. Alors ces 3 joueurs, Mike Green de l'université de Marshall, James Pierce de Tennessee et Landon Jackson d'Arkansas, comment tu les classerais, ces 3 joueurs? Quel est le meilleur des 3 selon toi, Cyprien? Le meilleur des 3, c'est déjà le meilleur pass rusher de la QV, donc ça va être James Pierce Jr. Qui vient de Tennessee. Voilà, il est meilleur qu'Abdul Carter, il est plus complet actuellement, peut-être un peu moins de potentiel athlétique, du coup tu le mets derrière, ça me choque pas, mais en termes de joueurs et de qualité de joueur, James Pierce Jr. il est tout en haut. Point final. Moi, je veux pas de débat. En fait, il est tout en haut. Après, on pourra revenir parce qu'effectivement, il y a des petits problèmes au niveau du caractère que nous, on peut pas avoir de réponse, mais apparemment, qui sont soulevés par les équipes. Ensuite, je mets Mike Green parce que c'est un genre de profil que j'aime bien en fait. On est loin du Michael Williams, on est loin du Shemar Stewart, on est sur un profil un peu plus petit, un peu plus technique, tout en étant très explosif. Donc ça, j'aime beaucoup. Même si je pense pas que c'est un premier tour, attention, et je vois beaucoup de gens le mettre au premier tour, ça me gêne un peu. Et ensuite, très loin derrière, il y a Landon Jackson. Je sais pas pourquoi tu m'en parles avec les 2 autres. C'est en fait Landon Jackson, c'est si t'as loupé Shemar Stewart, si t'as loupé Michael Williams, voilà, t'as le modèle un peu AliExpress Wish que tu peux prendre au 3e jour. Voilà. Ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça avec James Pierce. Tu balances une bombe comme ça. Pour toi, le meilleur pass rusher de la QV, c'est donc James Pierce. On va développer un peu. Alors, pour moi, effectivement, c'est pas forcément un technicien pur, mais quand tu le vois jouer, c'est vrai que c'est un bel athlète, quoi. Il est très rapide, il est longiligne, et puis t'as l'impression qu'il comprend exactement chaque centimètre carré de son corps. Il sait comment l'utiliser. C'est vraiment finalement un beau joueur à avoir joué, autant qu'on puisse être beau quand on joue sur la ligne défensive. Et puis lui, pour le coup, à l'inverse de Shemar Stewart, qui va encore revenir dans cette conversation, la production, elle est là, quoi. Elle est vraiment là, sans cette pression sur les 2 dernières saisons. C'est le numéro 1 dans la SEC, qui est peut-être la première division en termes de football universitaire. Donc, encore une fois, si on parle de plancher de plafond, lui, le plancher est très élevé. Pourquoi au point de l'avoir comme meilleur pass rusher de cette QV? Je te l'ai dit, pour moi le plancher actuellement est au-dessus de celui d'Abdul Carter et le plafond, on va pas être si loin. Il coche toutes les cases en termes de physique et d'athlétisme pur. Il est grand, il a des longs bras, il est assez puissant. Alors c'est pas sa force principale, je suis d'accord, mais il est très explosif, il est très rapide et comme tu l'as dit, le plancher est immédiatement plus haut parce que moi je trouve qu'il a des super moves. Pareil, la palette est pas forcément profonde, mais tout ce qu'il fait, et il en fait déjà pas mal, c'est très bien exécuté, hein. Tous les moves depuis l'extérieur où il y a, je sais pas moi, où il y a des mouvements de bras de haut en bas sur les côtés, donc des swipes, des rips, des choses comme ça, c'est vraiment nickel. Le placement des mains, je trouve, est
très impressionnant. Il défend très bien la course, beaucoup mieux que ce que beaucoup de suiveurs veulent dire, je pense. C'est vraiment un très bon edge setter, enfin quelqu'un qui est capable de contenir sur les extérieurs. Moi, j'ai vraiment zéro défaut, à part peut-être, si on pointille un peu, oui, problème de lecture encore, c'est des choses à améliorer. Donc c'est ça augmente son potentiel encore, hein, parce que si tu règles ces problèmes de lecture, qui se fait pas avoir sur, je sais pas, sur des mecs qui viennent croiser et décrocher derrière la ligne sur les courses, ben là ça va devenir un joueur ultra complet. Moi, j'ai envie de revenir un peu sur Mike Green. Donc ça, c'était pour James Pierce. On a compris que tu étais très haut sur lui. Moi, pour le coup, je suis plus haut sur Mike Green que je le suis sur James Pierce. Là encore, pas forcément parce que les bases sont plus élevées. Les bases de James Pierce sont vraiment très très hautes, mais parce que le potentiel, il est là. D'année en année, il progresse. Alors évidemment, c'est à l'université de Marshall, donc c'est un programme de moindre valeur avec des adversaires de moindre calibre. Mais chaque saison, il a progressé. Là encore, la production, elle est là. De toute façon, quand on joue dans une petite ou moyenne université et qu'on est projeté en NFL, on demande de la production. C'est la condition sine qua non pour être drafté haut. Et moi, honnêtement, j'hésiterais pas beaucoup à le prendre au premier tour, surtout parce que cette année, il a montré une belle progression contre la course. Alors, bon, je vous avoue que j'ai pas regardé beaucoup de ses matchs en 2023, mais en 2024, j'étais assez surpris de le voir finalement performant contre la course, contre les running backs, même contre les tight ends. Il a fait montre d'une puissance qui est absolument primordiale quand on est un joueur de ligne défensive, et le potentiel est là. Quand on voit que la progression finalement est linéaire, que chaque année il ajoute quelque chose à sa palette, on se dit que ce sera pas difficile d'en ajouter encore en NFL. Est-ce que tu me rejoins sur Mike Green? Je me gratte la tête là surtout. Je me suis dit, qu'est-ce que me raconte Tonio là? Non, je suis pas tant d'accord que ça. Je trouve pas le potentiel démesuré. Le plancher est super. Je trouve que c'est un mec qui a une utilité dans une équipe NFL. C'est un mec que tu peux prendre au deuxième jour de la draft avec vraiment un rôle précis. C'est un pass rusher désigné. Tu sais ce que tu lui demandes. Le mec le fait très bien parce qu'il a une super palette de moves. Il est très explosif. Il transforme bien cette vitesse en puissance avec un bon placement des mains, etc. Mais moi, la progression contre la course, honnêtement, Tonio, elle me... Voilà... Désolé, mais ça m'inspante pas, quoi, hein, pour utiliser des termes du Sud-Ouest. Ça m'étonne pas. Je vois pas une progression folle. Peut-être c'est un peu meilleur que l'an dernier, mais il y a encore des trucs qui me vont pas. Effectivement, c'est un faux argument, mais l'adversité qu'il a affrontée, ça ne permet pas de répondre à grand chose. Et après, je pense que Mike Green est un marchand du Senior Bowl, c'est-à-dire qu'il a fait un play viral au Senior Bowl, il a retourné un mec, super, bravo à lui. C'était sur en plus un drill, donc un exercice qui favorise les pass rushers, bravo à lui encore une fois. Et ensuite il s'est barré une fois que sa vidéo a explosé. Ça me plaît un peu moins en termes de caractère. Voilà, c'est mes seuls arguments que j'avancerai. C'est vrai qu'il y a quelques questions autour de son caractère qui sont posées. Ce sera évidemment à lui d'y répondre. Pour terminer ce podcast, la question traditionnelle, les sleepers, Cyprien, tes joueurs que tu préfères, dont on n'entend pas forcément parler dans ce processus draft parce qu'ils sont peut-être un peu plus bas dans les mocks et dans les boards. Vas-y, je te laisse la parole. Quels sont tes sleepers préférés de cette QV 2025 pour le poste de pass rusher? Alors si les gens ont suivi le processus pré-draft chez Touchdown Actu, ils savent mon amour que je porte pour Bradyn Swinson, donc edge rusher en provenance d'LSU. Pareil, des petits problèmes de caractère peut-être, c'est pour ça qu'on le voit pas beaucoup plus haut. Mais honnêtement, c'est le joueur le plus complet qui existe actuellement, le joueur avec le plancher pour moi, enfin l'un des planchers le plus élevé avec James Pierce Jr. Peut-être pas le meilleur potentiel parce que je trouve qu'il a déjà des limitations athlétiques qui sont claires et nettes. Donc ça me dérange pas de le voir au second tour. Je dis sleeper, hein, mais il est plutôt pas mal noté. Les joueurs sont plutôt pas mal notés. Mais je suis obligé d'en parler parce que pour moi, voilà, c'est vraiment le joueur qu'il faut dans son équipe, qui fera tout très très bien. Et si tu trouves une superstar à côté de lui, c'est vraiment un joueur qui te fait 10 sacs par saison, mais les yeux fermés. C'est d'ailleurs le deuxième avec le meilleur pass rush win rate. Donc pass rush win rate, c'est le pourcentage que le joueur, le pourcentage de jeu, où le joueur a gagné ses duels en moins de 2,5 secondes. Et ben sur des purs 1 contre 1, c'est le deuxième meilleur de la classe avec 30%. C'est excellent, voilà, tout simplement excellent.
Mais monsieur. Parfait. Je vais enchaîner avec mon sleeper avant de te redonner la parole. Le mien, c'est Jared Ivey de l'université d'Ole Miss. Pourquoi c'est un sleeper? Parce que c'est un joueur qui est finalement assez moyen, notamment en termes de production. Alors, on n'est pas au niveau de chez Mars Ward. Il y a quand même 16 sacs dans sa carrière universitaire, ce qui le fait, qui le classe plutôt, on va dire dans le milieu de tableau, dans le ventre mou. Mais ce que j'aime aussi chez lui, enfin surtout, c'est que c'est là aussi un athlète assez gracieux. Il est grand, il est assez longiligne. Là aussi, ça ressemble finalement un peu à James Pierce, bien qu'il n'ait pas encore toutes les qualités de Pierce. Et puis voilà, il arrive. Il y a quand même des aspects de son jeu qui sont assez transposables en NFL. Il a la longueur l'aide beaucoup, et ça on en parle aussi pour les pass rushers, d'avoir des longs bras. Forcément, ça aide même quand la technique n'est pas forcément au point. Et ce qui me manque, et ce qui manque à mon avis à tous les évaluateurs, et ce qui fait on n'en parle pas beaucoup, c'est que malgré son beau physique, il manque de violence. Il manque de punch dans ses actions. Il arrive pas forcément à les finir, alors qu'il est pas loin, parce qu'encore une fois, il a des longs bras qui lui permettent de toucher, d'atteindre ses adversaires directs, mais il n'arrive pas à finir les actions. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et il n'a pas pu l'apprendre, en tout cas, il n'a pas totalement assimilé à l'université. Je pense qu'avec des snaps limités pour sa première saison, voire sa deuxième, pourquoi pas, et une progression constante et un bon coaching de la part de l'équipe qu'il sélectionne, là il y a un potentiel titulaire qui se cache sous ce joueur. Donc voilà, Jared Ivey, c'est mon sleeper. Je te redonne la parole, Cyprien. À moins que tu aies quelque chose à dire sur Jared Ivey, tu peux passer à ton second sleeper. Non, juste un petit profil twinner, donc c'est un peu Jared Ivey, donc c'est un peu complexe de le projeté extérieur-intérieur, il est un peu entre deux eaux. Mais c'est un bon petit joueur, effectivement, moi j'aime bien aussi. Moi je vais te parler de David Walker. Alors là, petite fac, attention. Toute petite fac, deuxième division, Central Arkansas, si je dis pas de bêtises. Les vidéos de match font très mal aux yeux. Alors pas à cause de David Walker, mais à cause du terrain violet, horrible. Mais si on passe ce terrain violet, on remarque la pépite, David Walker. Écoute, c'est en termes de pur pass rush, je trouve que c'est vraiment l'un des tout meilleurs de la draft. Il y a de la domination physique, athlétique, technique sur tous les snaps, absolument tous. Après, c'est une petite fac, donc effectivement, l'adversité est peut-être moindre. Il y a un petit problème aussi, il y a une limitation physique qui est claire et nette. Le mec est petit, n'a pas des grands bras. Enfin voilà, fin de l'histoire. C'est pour ça qu'on ne le voit pas tout en haut, c'est à cause de ces 2 points. Mais sinon, les vidéos sont excellentes, c'est vraiment très fun à voir. Voilà, belle palette technique, belle puissance. Bravo monsieur. Et David Walker, à mon avis, si on le voit pas très très haut dans les projections, c'est parce qu'il a 2 choses que n'aiment pas les équipes NFL. La première, c'est que physiquement, il y a quelques limitations, tu viens de le dire, et surtout, il est plutôt âgé. Il aura pas loin d'avoir 25 ans, même je crois qu'il aura 25 ans au début de la saison. Ça, évidemment, il y a beaucoup d'évaluateurs, souvent à tort, qui considèrent que c'est un red flag. Un dernier pour la route peut-être avant de terminer ce podcast. Ouais, allez, un petit dernier qui sort un peu des moules qu'on a vus, c'est-à-dire des grands costauds et puis des petits techniques. Je vais parler d'Elijah Roberts, qui a un profil un peu comme Jared Ivey, que tu avais présenté un peu avant. C'est un peu spécial, il est pas très très grand, par contre il est extrêmement puissant. Moi je trouve que c'est, si on veut un power rusher, un mec qui est capable d'apporter de la puissance, de détruire des poches en fait sur un bull rush, c'est un des tout meilleurs de la draft. Donc voilà, c'est un profil qui est toujours intéressant à avoir dans son cortège de pass rusher. Voilà, c'est un bon petit joueur aussi qu'il faudra surveiller. Et on va terminer sur cette note. Merci à tous de nous avoir écoutés. Évidemment, la draft arrive cette semaine, jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, à suivre en direct sur notre site. Avant ça, il y aura encore des fiches qui vont arriver sur le site là aussi pour en apprendre un peu sur les joueurs qui seront sélectionnés jeudi, vendredi et samedi. On n'oublie pas les réseaux sociaux, TD Actu partout, sauf sur Instagram, Touchdown Actu en entier, la cagnotte Tipeee pour soutenir ce podcast et tous les autres. Cyprien, merci à toi. Merci à toi, Tonio.
Et puis à très très vite pour enfin la semaine de l'aboutissement. Tous ces jours, toutes ces semaines d'attente, ça va se conclure jeudi. Donc on attend ça avec impatience. Merci à vous de nous avoir écoutés et à tout bientôt. Salut tout le monde. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.